Dr Sadou Diallo, et vous avez lu l'avant-projet de la Constitution qui a été présenté par le CNT ces derniers jours. Dites-nous quelles sont vos impressions. Merci pour cette question. Effectivement, j'ai parcouru le texte du début à la fin. Et d'abord, je tiens à féliciter ceux qui ont participé à sa rédaction. Et en plus, les vives et chaleureuses félicitations à eux. C'est un texte qui, comme on le nomme, c'est un avant-projet. Donc, ce n'est pas une constitution. C'est comme si c'était un papier brouillon, donc dans lequel les articles de la future constitution sont intégrés. Et c'est un texte qui nécessite un toilettage, je pense bien. C'est pour cela qu'on l'a nommé avant-projet, parce qu'il n'est pas encore définitif. Donc c'est un texte qui est riche dans son contenu. C'est vrai que il y a certains avantages, mais aussi il y a aussi certaines insuffisances, des lacunes dans le texte. Ok, parlant de ces insuffisances, ces lacunes-là, vous pouvez nous en dire un peu plus? Parmi les lacunes, je pourrais juste m'appesantir sur la fonction du président de la République. Bon, d'abord, c'est un texte qui nous envoie dans un régime parlementaire. Et en parlant de régime parlementaire, on parle de responsabilité politique du gouvernement. Et dans ce régime, on a un président qui, bon, selon les autorités, qui est un peu effacé, dont les pouvoirs sont un peu amoindris. Mais à mon avis, nous sommes en présence d'un super président qui détient les manettes. Quand je dis détient les manettes, il a un super pouvoir. C'est ce qui dénature un peu ce régime parlementaire. Et moi, j'aurais voulu qu'on concentre plutôt tous les pouvoirs du président aux mains du Premier ministre et avoir un président, même si un président à titre, qui a un titre honorifique, et renvoyer tous ses pouvoirs auprès du Premier ministre. Parce que, à l'image, par exemple, de l'Angleterre ou de l'Allemagne, quand nous prenons par exemple le régime, ce régime parlementaire est un peu à l'image actuelle du régime parlementaire français. Parce que, actuellement, quand on regarde le cas français, c'est le gouvernement qui a la responsabilité politique et non le président. Et actuellement, il y a une crise politique au sein du gouvernement, notamment avec les élections législatives passées, où le président détient la commande. Et à cette allure, avec cette constitution, avec ce type de régime, on risque, selon mon avis, on risque de répéter les mêmes choses avec l'actuel régime parlementaire français. Il peut y avoir un risque de super puissance du président de la République, le risque de contrôler tout. Voilà. Actuellement, comme en France, on le voit, Macron, il a les commandes et il tarde jusqu'à maintenant à asseoir ou à mettre en place un gouvernement issu des élections législatives. Et c'est ce cas qui risque d'arriver si on maintenait ce régime-là. Donc on a un super président puissant, qui a les mains, qui a la commande. Ok, nous avons vu aussi une autre innovation. Cette fois-ci, les parlementaires, les conseils communaux, les conseils nationaux ont élaboré la mise en place du Sénat. Et comment vous voyez cette nouveauté? Effectivement, c'est une institution à saluer, notamment par rapport à ses fonctions, fonctions qui a été attribuées. Parce que quand vous prenez un peu sur la nomination des cadres civils,
il faut l'assentiment du Sénat. Et là, c'est une avancée notable. Et aussi, quand vous prenez sur les questions de paix, voilà, le règlement pacifique des différends, sur les questions, le Sénat devient un gardien de nos us et coutumes. Donc, c'est une avancée notable qu'il faut saluer. Par contre, je me dis, il peut y avoir quelques problèmes, notamment sur sa composition, puisque quand nous regardons sa composition conformément à ce document, nous, au sein de le président de la République a le droit de choisir un tiers des membres. Et les 2 tiers sont élus par, à travers les élections, notamment par les conseillers communaux. Le fait que le président a une même mise sur cette institution en nommant lui-même des personnes, à mon avis, ça risque de causer des problèmes à l'avenir. Sur le choix, surtout des décideurs, puisque c'est le Sénat qui a le mot, bon, quand je dis qui a le mot, qui confirme la nomination, par exemple, des hauts cadres, des ministres, des directeurs et autres. Imaginons, si le président, lui seul, il nomme un tiers de ses membres. Donc, il risque de peser sur la décision du Sénat. Donc, ça, c'est une des difficultés, je pense, qu'il faut corriger. Et je pense que le président n'a pas le droit de s'ingérer, puisque on parle ici de l'indépendance ou bien de la séparation des pouvoirs. Il faut une véritable séparation des pouvoirs à ce niveau, sans ingérence du président dans les affaires du Sénat. Raison pour laquelle j'ai évoqué un peu plus haut que le président ait un titre honorifique et laisser le pouvoir aux mains du gouvernement, au Premier ministre. Donc, si je comprends bien, vous préconisez que tous nos dirigeants soient élus par le peuple. Élus, oui, pourquoi pas. Oui, il faut une élection, il faut au moins le suffrage universel direct, que toute la population sache que c'est nous qui les avons élus, ils sont là pour nous représenter et ils doivent faire ce que nous voulons. Et pourquoi pas. Ok. Et quelques jours après la publication de l'avant-projet de la nouvelle constitution, les forces vives de Guinée ont aussitôt resté ce document sous prétexte qu'il ne reconduit pas certains articles de la charte de la transition qui barrait un peu les membres du CNRD et du CNT de participer aux élections, aux futures élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, c'est légitime. Ils sont dans leur droit d'apporter des revendications, de contester des décisions. Ils sont dans leur droit, puisque lire la charte de la transition, lire l'avant-projet de la constitution qui doit être adoptée par référendum, vraiment, il y a un piège. Récemment, j'ai rédigé un article, il y a un piège légal, que j'ai qualifié de piège constitutionnel légal, qui va permettre aux membres du CNRD et aux membres du gouvernement de se présenter aux prochaines élections, notamment présidentielles, législatives et communales. Donc, pour les politiques, c'est normal, c'est de contester, puisque pour eux, les membres du CNRD, en se présentant, n'auront pas respecté leurs paroles, ou n'auront pas, oui, bien sûr, respecté leurs paroles données pour ne pas être candidat aux prochaines échéances présidentielles, législatives ou communales. Donc c'est légitime de contester. Nous sommes dans un État démocratique. Et si quelque chose ne me plaît pas, ou si j'ai le droit de contester. Ok, mais il y a certains qui pensent que c'est au président et aux membres du CNRD de revenir réitérer leur engagement, parce que si on met ça dans la nouvelle constitution,
à la longue, est-ce que ça va concerner aussi d'autres personnes, puisque là, ça ne concerne qu'un petit groupe de personnes. Est-ce que, selon vous, l'idéal ne serait pas de que le président revienne devant le peuple pour réitérer l'engagement qu'il ne va pas se présenter, aucun membre de son groupe ne va se présenter? Non, ça, pas. Je pense qu'à ce niveau, la question, c'est vrai qu'elle est un peu complexe, mais à mon avis, puisque nous sommes dans une situation transitoire, et que dans cette situation transitoire, nous avons un texte légal qui régit cette situation et qui couvre un délai déterminé, je pense que les dirigeants, puisque c'est un engagement qu'ils ont pris, c'est comme si c'était un serment qu'ils ont pris, et le serment, il est sacré, il doit être respecté. Tout membre du CNRD du gouvernement ne doit pas se présenter, et même ils sont allés même jusqu'à dire que cette disposition ne doit pas faire l'objet de révision. Effectivement, ils doivent respecter la parole donnée, comme si c'était, selon moi, à mon avis, une sorte de parjure, voilà, de ne pas avoir respecté son serment. Et ça, légalement, voilà, c'est condamnable. Et avec l'avènement de cette nouvelle constitution, si elle rentrait en vigueur, comme j'ai essayé de démontrer, ils ont la possibilité, puisque la transition a une fin, et la charte a une fin. Lorsque la charte cesse de produire des effets, toutes ces dispositions-là n'auront plus d'effet juridique. Et ce sont les dispositions de la nouvelle constitution qui vont produire des faits pour l'avenir. Maintenant, il se trouve que certaines dispositions de la charte qui ne devraient pas voilà, faire l'objet de révision n'ont pas été reconduites dans la nouvelle constitution ou dans le nouveau projet constitutionnel. Donc je pense que, à mon avis, il y a un problème qui est là. Et ils auront la latitude, si, comme je l'ai dit, si elle rentrait en vigueur, de se présenter légalement, et voilà, puisque ces dispositions sont absentes de cette nouvelle constitution. Ils auraient pu, voilà, pour comment dirais-je, pour une marque de confiance ou de transparence, reconduire ces mêmes dispositions, puisqu'ils ont pris un engagement. Ils auraient dû respecter ces engagements-là. Ok. En réaction à cette déclaration, le président du CNT avait fait savoir qu'une loi est impersonnelle et saurait être un instrument d'exclusion d'un citoyen. Partagez-vous la réflexion? Il est allé même dire que c'est au peuple de faire respecter la Constitution. Et ils ont fait le texte, maintenant tout revient au peuple. Effectivement, ça a fait l'objet de débats. Suivi des débats, des gens ont intervenu sur le caractère général et impersonnel de la loi. Voilà. Je pense que, à mon avis, en tant que spécialiste voilà, du droit, le président du CNT aurait laissé, parce que ce n'est pas son domaine, aux spécialistes pour se prononcer sur cette question, sur le caractère. Je pense qu'il a une équipe de juristes qui devait au moins intervenir sur cette question, et même d'ailleurs sur même la vulgarisation actuelle de l'avant-projet. Il aurait dû laisser à cette équipe, voilà, puisque ce sont des véritables spécialistes. Et lui, il n'est pas spécialiste, je m'excuse, il est profane du domaine. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui par rapport à cette question. Quand on parle du caractère général de la loi, le caractère impersonnel de la loi ou le caractère obligatoire de la loi, les gens souvent font un amalgame à ce niveau. Puisque vous pouvez prendre une loi et dans cette loi, vous pouvez avoir des normes qui ont un caractère général et des normes qui ont un caractère individuel dans la même loi. C'est notamment le cas de l'avant-projet de cette nouvelle constitution. Il y a de ces normes qui ont un caractère général, qui s'appliquent à tout le monde, et il y a de ces normes qui s'appliquent à des individus, à une certaine catégorie de personnes. Dans ce cas, est-ce qu'on peut dire voilà, que cette loi a un caractère? Donc, il faut relativiser les choses, à mon avis.
et confier cela aux spécialistes pour qu'ils essaient au moins, puisque la question d'interpréter les textes juridiques, si tu n'es pas juriste, c'est très difficile de comprendre. Ok? Donc il fallait le faire. Et je peux donner un exemple à ce niveau quand vous prenez sur les questions des droits fondamentaux dans l'avant-projet. Il est dit dans certains articles, toute personne, il y a un caractère général qui est là, pour tous les citoyens. Voilà, il y a un caractère un peu particulier qui est là, puisque pas tout le monde qui est citoyen du pays aussi. On dit tous les individus ont droit, sont égaux, voilà. Personne ne doit être discriminé. Donc il y a un caractère général. Et un peu plus bas, quand vous prenez au niveau des articles, je pense, à partir des articles 26 sur l'enfant, est-ce qu'il y a un caractère général? Il y a ici un caractère spécifique, individualisé, personnalisé. Quand vous prenez sur les personnes âgées, effectivement, quand vous prenez sur les handicapés, effectivement, et d'ailleurs même quand vous prenez le poste du président de la République aussi, il n'y a pas un caractère impersonnel qui s'applique là, il y a un caractère individuel, puisque c'est pas tout le monde qui peut être président. Et ces normes-là qui régissent la fonction d'être pour être président, ce sont des normes individuelles et non pas des normes générales. Voilà. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Et ils auraient dû laisser la latitude aux juristes de s'exprimer par rapport à cette question. Ok. Vous, en tant que juriste, que pensez-vous de l'applicabilité de cette future constitution à la société guinéenne? L'applicabilité, il faut d'abord l'accepter. Voilà. Est-ce que, à la longue, si on arrivait à organiser le référendum, est-ce que la constitution sera avantageuse pour la population? À mon avis, puisqu'il faut relativiser. Je n'ai pas dit, il y a des avantages qui ont été dedans, il y a des nouveautés qu'on peut apprécier, mais aussi il y a beaucoup d'insuffisances et beaucoup de lacunes. Et je pense bien qu'il faut corriger ces lacunes-là, voilà, avant d'aller au référendum et voir maintenant, c'est au peuple de décider. Si, voilà, oui, nous acceptons cette constitution, et non, nous n'acceptons pas cette constitution. Mais il faut d'abord une culture, une vulgarisation, faire connaître le contenu de ces dispositions-là à la population, à ceux qui ne comprennent pas, je peux dire, le français. Il ne suffit pas juste d'aller, voilà, prendre quelques membres de la société civile assez évaux. Non, il faut une question de représentativité générale, une question, voilà, d'information générale. Voilà, ils ont constitutionnalisé la vulgarisation de nos langues. Voilà, c'est dès maintenant il faut commencer. Voilà, dans la Constitution, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc c'est au peuple de choisir, de voir si elle sera applicable. Et maintenant, le pouvoir, l'opposition, chacun, ceux qui ne sont pas pour son applicabilité, de faire la promotion, voilà, de ne pas voter, puisqu'il faut ça, il faut corriger ça, il faut corriger ça. Ceux qui veulent de son applicabilité, voilà, il faut l'appliquer, puisqu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, il y aura toujours, comment dirais-je, une question d'antagonisme, quand je dis antagonisme, de combat d'idées pour son applicabilité. Parlant déjà de l'acceptabilité de l'avant-projet de la Constitution, nous constatons dans la société que tous les grands acteurs sociopolitiques du pays ont resté déjà l'avant-projet de la Constitution. Et si on prend sur le plan national, ces acteurs ont le plus grand nombre d'électeurs. Pensez-vous déjà qu'il y a un problème qui se pose? Bien sûr, il y a un problème de légitimité, puisque quand vous prenez la légitimité, c'est la volonté populaire, l'adhésion populaire sur un projet. Et maintenant, si la majorité de la population qui est derrière, bon, entre guillemets, certains candidats, il peut y avoir un problème de légitimité populaire qui peut aller jusqu'à, voilà, rejeter la Constitution.
hein, à travers, bien sûr, le référendum. C'est à eux de faire leur campagne de rejet. Je parle bien sûr des acteurs politiques ou ceux qui ne sont pas d'accord avec ces dispositions. Donc au pouvoir aussi de faire leur campagne pour l'acceptation, pour légitimer voilà, cette constitution, avoir l'assentiment de la majorité de la population par rapport à cette question. Donc c'est un peu délicat, comme je l'ai dit. C'est un combat. Hein, voilà. Ok. Et on parle souvent des intangibilités dans l'avant-projet de la nouvelle constitution où il est très difficile de réviser la constitution. Mais qu'en est-il du changement constitutionnel? Est-ce que s'il y a un président qui vient, qui trouve que oui, cette constitution n'est pas à mon avantage, qui décide de changer la constitution, est-ce que ça aussi, expliquez-nous. Il faut savoir une chose, hein. Il faut que les gens comprennent une chose. La constitution, c'est un texte juridique. Hein. La constitution est adaptée en fonction de la réalité actuelle. S'il y a un changement futur, pourquoi ne pas le changer? Pardon, pourquoi ne pas la changer? Donc, c'est faisable. Hein? Notre dirigeant peut venir, élu, et dire, voilà, cette constitution, en fait, aucun texte n'est immuable. C'est ce que je veux dire. Aucun texte. Mais il suffit juste d'une volonté politique hein, pour maintenir une culture démocratique. Voilà, voilà. Bon, je peux, moi, président, puisqu'on veut une culture démocratique. Quelle est cette culture démocratique? C'est essayer de créer une sorte d'alternance, puisque quand la Constitution me dit 2 ans, j'essaie de respecter ça. Je fais mes 2 ans et une autre personne vient aussi, ah, mon prédécesseur a fait 2 ans, j'essaie de respecter. Et ça devient une culture, ça devient une coutume démocratique. Ce ne reste que ainsi, voilà, que nous pourrions respecter hein, les constitutions ou la Constitution. Sinon, à tout moment, voilà, il peut y avoir un changement, que ce soit un changement démocratique ou un changement non démocratique. Ça peut venir, rien n'est sûr. Hein, voilà, ça peut venir à tout moment. Vous avez vu la situation avec l'ancien président, il se sentait, voilà, il a fait un changement démocratique et il y a eu un changement non démocratique qui est venu remettre ça en cause. Donc, il y a une stabilité qui est là. Maintenant, pour avoir une instabilité qui est là, maintenant pour avoir une stabilité, c'est une question de volonté personnelle du dirigeant qui va venir ou des dirigeants voilà, qui viendront pour essayer de respecter ces dispositions-là. Sinon, moi, je pense que c'est même, j'ai vu dans l'une de ces dispositions, on dit cette constitution ne pourra être révisée voilà, avant 30 ans. Ça, c'est de l'utopie, je pense. On peut rêver, voilà, on peut dire, voilà. Mais est-ce que les personnes qui viendront demain, est-ce qu'ils vont, voilà, passeront toujours par des voies démocratiques, soit référendum ou soit par leur majorité à l'Assemblée pour réviser. Pour réviser. Maintenant, sur la question du nombre de mandats, où ils ont dit, voilà, nul durant sa vie ne pourra faire 2 mandats. Comme j'ai toujours dit, c'est une question de volonté personnelle. C'est à la personne de respecter, de faire respecter l'instrument juridique. Sinon, à tout moment, il peut y avoir un vacillement. C'est comme ça l'état juridique. C'est comme ça. Et on ne peut rien. C'est la situation qui est comme ça. Ok. Et partant de votre compréhension du texte, quelles recommandations préconisez-vous au CNT? Moi, la recommandation, mes recommandations, je pourrais dire, c'est vulgariser ce texte dans toutes les langues nationales. Ça, c'est un. Et faire en sorte que cette vulgarisation soit faite par des juristes pour plus de compréhension. Parce que ce sont les seuls capables d'interpréter une disposition. Quand je dis interpréter, ce n'est pas sur le domaine jurisprudence, mais donner le véritable sens à la norme juridique. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça signifie. Et si tu n'es pas spécialiste du domaine, tu ne peux pas le faire. Tu peux parler voilà, en tant que profane.
Mais le juriste, il peut voir au-delà, aller loin. Et aussi, voilà, reconduire, hein, puisque moi, la parole donnée, j'aime la parole donnée. Reconduire, c'est-à-dire les dispositions des articles 46 et 55 de la Charte dans les nouvelles dispositions transitoires de la Constitution. Puisqu'on ne peut pas être, comment on dit ça, hein, je ne peux pas être juge et partie à la fois. Hein, j'organise une transition, j'organise une élection, voilà, je suis candidat à l'élection et vous voyez la finalité. Hein, vous voyez la finalité. Donc, je pense qu'il faut reconduire ces dispositions-là pour permettre, pour avoir plus de sérénité, pour aller voilà, dans une transition apaisée, et pour éviter, puisque il peut y avoir des risques. Les constitutions sont souvent source de conflits. Il peut y avoir des risques. Donc, pour éviter cela, pour la parole donnée, reconduire ces dispositions, organiser bien les élections et voilà, permettre à de nouvelles personnes de venir diriger le pays. Et en plus, je reviens sur la nature du régime même, du régime parlementaire en question. Arracher les pouvoirs du président et les remettre au Premier ministre. Et que le Premier ministre soit issu des partis majoritaires à l'Assemblée nationale. Qu'il ne soit pas nommé par le président. Puisque si nous sommes toujours dans l'intention de nommer des personnes, et cette personne-là, il nous sera toujours redevable. Et on aura toujours un contrôle sur lui. Donc pour éviter, pour avoir un véritable régime parlementaire, quand je dis parlementaire, pas parlementariste, là, nous sommes dans une dénaturation de ce régime. Donc nous ne sommes pas dans un véritable régime parlementaire, comme le dit. Voilà. Le président, il a un titre honorifique. Voilà, comme le roi d'Angleterre, titre honorifique, il ne prend pas de décision politique. Le Premier ministre, il a un pouvoir comme le président et il a la responsabilité politique du gouvernement. Et s'il n'est pas d'accord, on peut faire une alternance entre les partis politiques, comme en Angleterre où les travaillistes et les autres, à chaque fois, s'il y a une élection anticipée, on peut adopter ce système-là et le mettre dans ce nouveau parlementarisme. Le mimétisme, moi, on dit souvent de ne pas copier, mais je pense que parfois il faut copier, il faut s'inspirer sur les autres pour mettre ça chez nous. Okay. On arrive au terme de cet entretien. Un mot de la fin. Merci beaucoup pour cette occasion qui m'a été offerte de m'exprimer sur un sujet d'actualité qui défraie les chroniques. Et je remercie le média Africa Guinée pour cette occasion. Et merci.